Bienvenue pour cette partie SQL Server. Donc nous, on va vous présenter quelques nouveautés. Donc on aimerait bien tout vous présenter, mais en 1 heure, ce n'est pas faisable. Déjà 1 heure pour les 3 parties qu'on va vous présenter, c'est déjà beaucoup. Donc si vous êtes venu l'année dernière, j'avais déjà présenté des choses l'année dernière. Cette fois-ci, je suis accompagné par Nathan Courting. C'est sa première en public, donc soyez indulgents. Donc merci à tous les sponsors. Donc si jamais on fait partie de la société DBI, qui est au milieu, donc qui est également sponsor, c'est juste en face du bar et vous avez des Pères Noël en chocolat qui vous attendent. Pour toute bonne question, il y aura un Père Noël. C'est une invitation. Hein. On en a assez. Hein. Donc voilà un peu qui nous sommes. Donc, ça fait quelques années que je suis consultant en SQL Server chez DBI. Et Nathan nous a rejoint il y a à peu près 2 ans. Et maintenant, il fait partie de l'équipe SQL Server chez DBI Services. On est originaire de France et on travaille en Suisse. Donc on est une société suisse de consulting en base de données. Donc après, si vous venez au stand, on pourra vous en dire plus. D'où le chocolat aussi. Hein. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une petite introduction rapide sur à quoi servent les 3 thèmes qu'on souhaite vous présenter, c'est-à-dire la partie temporal table, stretch database et tout ce qui est de nouveau en sécurité. Vous avez déjà eu un aperçu ce matin à la plénière si vous y étiez. Et là, on va un petit peu aller un peu plus loin, mais comme dit, en 1 heure, c'est très difficile de vous présenter ça. Au départ, on voulait vous les présenter en 3 sessions, mais on m'a demandé de les faire en une seule. Donc, une petite overview, vous l'avez déjà eu un petit peu ce matin, mais pas comme nous, on va vous la présenter. Donc, logiquement, il y a la musique qui va avec. Hein. Ah, il faut ce qu'il faut. Donc, c'est dans 2 semaines hein, que Star Wars sort. Si jamais vous n'avez pas encore les billets, hein, vous pouvez en prendre en avant-première. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est les temporal tables. Donc, ça sert en fait vraiment à traquer les changements au niveau de vos données. Donc, ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, enfin pour les plus anciens, hein, c'est Retour vers le futur, hein, c'est le compteur qu'il y a dans la fameuse voiture, la DeLorean, pour ceux qui s'en rappellent, voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu ça. Savoir l'état des données à un instant donné ou savoir les changements qu'on a. Après, c'est vrai que pour un vrai audit, on verra que ce n'est pas forcément le meilleur des choix. On restera toujours avec le système d'auditing qui existe dans SQL Server. Par contre, pour regarder ce qui se passe à un temps donné, quelles étaient mes données à un temps T, c'est très bien. Au niveau du stretch database, là je laisse la parole à Nathan. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui enrichit un peu plus l'architecture hybride avec le cloud que Microsoft essaye de pousser depuis quelques années. L'idée c'est l'entité logique, la table, qui est migrée de l'environnement local dans le cloud. C'est un processus donc qui est tout à fait transparent, je détaillerai un peu plus tard. Et le dernier point, ça sera l'update sur la sécurité. Donc on va parler de 3 grands nouveaux concepts. C'est l'Always Encrypted, le Dynamic Data Masking et le Row Level Security. Donc Always Encrypted, c'est une forme d'encryption qui va du client jusqu'à la base de données où c'est toujours encrypté. La partie Dynamic Data Masking, c'est vraiment masquer à certains utilisateurs les données. Si maintenant je vais lire une base de données en production, ben j'aimerais que les développeurs ne puissent pas lire les données de la production. Par contre, ils peuvent lire les colonnes, les lignes qui sont dedans, mais pas forcément les informations qui sont à l'intérieur. Et le Row Level Security, c'est l'exposition des lignes et plus de faire des sécurités par rapport aux colonnes. Vous faisiez un grand select sur certaines colonnes, donc les gens ne pouvaient soit voir ces colonnes ou ne pas les voir. Là, ça va être vraiment au niveau des lignes. Donc au niveau de la partie temporal table, en fait, c'est très simple. Vous allez avoir 2 tables. Vous allez avoir votre table normale qui sera une système versionnée table.
Donc c'est la table qu'on a l'occasion de toujours avoir quand on fait un insert, un update, un delete, etc. C'est une table standard. Et vous avez une table qui est associée à celle-ci, qui va être la table d'historisation, où on va mettre tout ce qui est changement. À savoir que quand on va créer une table, il va y avoir deux informations importantes à mettre dedans. C'est une date de début et une date de fin. C'est la date de validité de votre donnée. Donc vous allez avoir en fait une période qui va être définie par ces deux dates. Et dedans, vous aurez une option qui va dire system versioning égale on pour dire on va en fait les archiver au niveau de l'historique. Et on peut préciser la table d'historique. Alors comment ça marche? Alors ce que j'ai créé moi, j'aurais pu le créer sur des données bancaires, puisqu'on vient de la Suisse. Mais je me suis dit je vais faire ça d'une manière un peu différente, puisqu'en Suisse nous avons aussi des zoos. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré, en fait j'ai acheté 5 girafes. Donc effectivement j'ai reçu mes 5 girafes le 14/8 à 1h35. Et ma période de validité, c'est infini, puisque c'est une donnée qui va depuis le 14 août jusqu'à l'infini. Je l'ai insérée, elle va dans ma table normale, parfait. Je n'ai pas besoin de l'historiser, puisque c'est la donnée qui est valide à l'instant où on parle. Maintenant, je vais faire l'update. J'ai eu une naissance, donc ça passe à 6. Donc ma période de validité, donc c'était récent, c'était le 11/11, où j'ai eu en fait une petite girafe qui est née, donc je suis passé à un état de 6 girafes, mais je vais historiser mon état avant, depuis le 14 août jusqu'à maintenant le 11/11, j'étais à 5 girafes, et puis maintenant j'en ai 6. Après pour le delete, j'ai pensé à les tuer, à les manger, et finalement je me suis dit c'est mieux de les vendre. Donc effectivement, quand je les vends, ma période de validité, c'est jusqu'à l'état où je les vends. Donc j'ai une nouvelle date de fin qui est arrivée, c'est le 28/11. Donc je les ai vendus il y a 2 jours pour venir ici en fait. C'était le budget qu'il me fallait pour venir ici. Si jamais les billets, c'est des francs suisses. Ouais, on aime bien le cash en Suisse. Donc au niveau des select. Alors le select nous permet d'avoir avec for system times, c'est une option qui va nous permettre d'aller voir ces données-là dans cette table d'historique. Donc on a une option qui est as of, qui nous permet de savoir à un point donner l'information. Donc si je dis maintenant, par rapport à ma table d'avant, je veux savoir le 10/11 combien de girafes j'avais, c'était 5. Donc là, je vais pouvoir donner un temps bien précis. À ce temps-là, j'avais 5 girafes. From to, c'est depuis A. Donc c'est facile, depuis cette période à cette période, qu'est-ce que j'avais comme changement? La différence avec le between end, c'est surtout le end, c'est-à-dire de savoir que si maintenant, à ce temps de end that time, si à ce temps j'ai un changement, il sera compris dans le between to, mais il ne sera pas compris dans le from to. C'est une forme d'inclusion, on va dire. Et le contained in, c'est tous les changements qui ont été depuis la première date jusqu'à la dernière, compris dedans, donc tous les changements qui ont été valides. C'est-à-dire c'est vraiment celles qui ont débuté et fini dans cette période-là. Avant, c'est celles qui ont fini et débuté, quand on fait du from to et du between end, alors que là, c'est vraiment celles qui étaient contenues entre les deux dates, entre notre période. Et depuis la CPT3, il y a une nouvelle option qui est le all, qui lui va nous donner tous les changements et la ligne courante de notre table standard. Donc il va nous donner tous les changements pour une donnée ou pour toutes les données. Voilà ce que c'est déjà au niveau de temporal table. Donc ce que j'avais prévu comme démo, c'est créer une table temporaire, faire des inserts, update, delete pour vous montrer, regarder les options au niveau du select et metadata, et tout ce qui est metadata, donc tout ce qui est systable. Et du coup, j'ai revu ma démo parce qu'il y a une nouvelle option qui est arrivée dans la CPT3, c'est qu'on peut avoir les temporal tables dans le in-memory. Alors j'ai dit pourquoi ne pas faire la démo là-dessus. Donc on va partir sur cette partie in-memory au niveau démo. Vous le voyez bien? Ouais, ça va. À savoir que j'ai déjà fait en fait une table animale en système versionite, c'est juste pour que vous le voyez, pour que
vous voyez, sous SQL Server, dans le Management Studio, c'est très bien marqué, et tout ce qui est historisation, vous avez en fait une petite horloge et le historique qui est là, entre parenthèses. Donc ça, c'est une table que j'avais déjà créée, qui est une table standard. Et si je vais voir mes tables, vous voyez qu'en fait, il y a de nouvelles options dans Sys.Tables qui va vous donner en fait le type de table temporaire. Donc vous voyez que la non-temporal table, c'est une table qui n'est pas temporaire, donc c'est une table normale qu'on a l'habitude d'avoir. Vous avez l'history table qui est la table d'historisation, et vous avez le system versionist temporal table qui est la table standard, mais versionnée. Au niveau de la création, je vais la créer. Hop. Au niveau des options, vous voyez que la seule chose que je rajoute, c'est la partie temporelle sur la partie in-memory. Alors j'ai déjà créé mes file groups, etc. Au niveau in-memory, pour ne pas trop perdre de temps. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai dit que je vais créer une table d'historisation qui s'appelle Animal History 2. Donc, logiquement, quand je vais aller voir, je vais faire un refresh. Si. C'est le select, je pense, que j'ai fait après que j'ai sélectionné avec l'étoile. Et il l'a créé. Elle est juste là, en fait. Donc, j'ai bien Animals 2. J'ai bien Animals History 2. Et maintenant, quand je vais voir mes objets, je vois que, j'ai que ma table courante qui est en in-memory. Ma table d'historique n'est pas dans le in-memory. C'est une table qui est sur disque. C'est là où j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit comment ça va marcher cette histoire. Et donc je me suis dit, on va aller voir ça. Donc j'ai fait un insert. Donc là, ce n'est pas des girafes, c'est des cygnes noirs. Mais c'est un peu pareil. Ça se mange aussi. Et quand je vais voir, effectivement, j'ai bien mes 12 signes dans ma table in-memory. Et si maintenant, je vais aller voir ce qu'il y a dans mon historique. Je vais d'abord aller voir dans mon history simple. Donc vous allez voir que ici, si je vais dans les history, dans la partie historique qui n'est pas en in-memory, j'ai bien l'historique de plusieurs animaux de ce que j'ai eu dans mon zoo. Si maintenant je vais vraiment dans l'history au niveau de la partie in-memory, il me dit que j'arrive pas à la lire. C'est là où je me suis posé la question, je me suis dit c'est un bug. Mais en fait non. On va voir comment ça marche. Si je fais maintenant un update, si je vais voir mon plan d'exécution, donc j'ai bien mon update qui se fait, et si je vais dans ma table d'insert, donc c'est là où il doit insérer ma donnée dans ma table d'historique. Il va faire un update sur la table standard, donc celle que j'ai en in-memory, et il est censé me faire un insert de mon ancienne donnée dans ma table d'historisation. C'est le principe en fait. Et en fait, on voit qu'ici, ce qui est bien, c'est que c'est à ma portée, j'ai une insertion qui se fait dans une table qui s'appelle Memory Optimized History Table, avec un numéro d'ID. Je fais, tiens, c'est nouveau cette histoire. Et en fait, il faut savoir que quand vous allez dans les tables internes, vous allez trouver cette table. Et Microsoft a changé le système classique par rapport à l'historisation. Il a mis une table intermédiaire, donc ce qu'ils appellent une staging table. Donc c'est une table intermédiaire dans la mémoire, en in-memory, qui va en fait mémoriser tous les changements pour ne pas impacter le fait d'être dans le in-memory. Sinon, si on écrit à chaque fois sur le disque les changements, on ne gagne rien avec le in-memory. Donc le principe, c'était de mettre cette table intermédiaire. Donc c'est une table interne où on va mettre ces données d'historisation et par la suite, on va les écrire sur la partie disque, donc sur l'historique qui est sur le disque. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que de vous montrer les choses standards qu'on a l'habitude de voir dans les démos.
sur le temporal table. Donc après, effectivement, on peut faire des deletes. Vous avez le XTP flush temporal historique qui vous permet justement de forcer les données à aller dans la table d'historisation. Ou alors, ce que vous avez encore, c'est le fait de pouvoir faire un système versionning off. Donc, d'éteindre le système de versionning. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va mettre toutes les données dans la table d'historique et il va enlever la table interne. Elle est effacée. Et derrière, vous avez toutes ces données qui seront historisées dans la table. D'un autre côté, cette table d'historique devient une table normale. Quand on met à off, si maintenant je refais un on derrière, elle va se mettre en table d'historisation de nouveau. Donc c'est un mécanisme qui marche très très bien. Si maintenant je fais un alter table et je fais un select, voilà, c'est un après l'autre. Voilà, et donc là, je vois en fait le changement que j'avais fait tout à l'heure. Mais c'est impossible de le voir comme ça directement, de lire directement in memory la table d'historisation. Et là, si maintenant je regarde l'état de mes tables, je vois qu'en fait ma table d'historisation est devenue une table normale, que je peux toujours en fait voir et regarder les changements. Et si je la remets comme table d'historisation, elle revient dans mon système. C'est pour ça que je vous ai dit avant, le souci quand on fait de l'audit, c'est qu'on ne peut pas jouer avec ça. Et moi qui suis dans le domaine bancaire, j'ai l'habitude de pas mal jouer avec ce genre de choses pour voir effectivement les limites, etc. Mais dans un système bancaire, on ne peut pas l'utiliser en tant qu'audit. Bien sûr, c'est super pour traquer les changements, c'est super. Mais par contre, je peux modifier les données si moi je veux. Je peux faire un update sur cette table, je fais un versionning off, je change les données bancaires sur mon compte, c'est déjà, faire en sorte d'avoir un petit peu plus d'argent, et puis je le remets après dans le système. Donc, ce n'est pas réellement fait pour de l'audit pur comme on l'entend dans le système bancaire. Par contre, c'est vrai que pour traquer les changements, c'est super, quoi. C'est vraiment un super outil. Alors effectivement, là, je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les limites, ce serait intéressant, mais il y a plein de choses encore à voir, comme si j'enlève la table. Si maintenant je fais un delete de la table et je la recrée derrière, en fait, il faut savoir que la table d'historique n'est pas déletée en même temps que votre table normale. Donc elle est mise en table standard, comme on vient de le voir avec le versionning off. Donc c'est très intéressant de voir un peu comment ça marche tout ça. Donc j'étais déjà presque un peu trop long sur ma partie. Donc maintenant je vais passer la main à mon collègue, qui lui est dans les nuages. Donc je vous laisse voir ça avec lui. Voilà. Donc, pour le concept de la nouvelle fonctionnalité Storage Database, on a une base de données en local avec des tables. Et l'idée, c'est les tables qu'on choisit, on migre les données dans Azure de manière asynchrone pour ensuite libérer la place au niveau local. Au niveau de l'applicatif, c'est transparent. Il continue, comme d'habitude, à se connecter à votre instance. Il ne se connectera jamais directement dans Azure. Lui, il ne sait pas en fait qu'il y a un scénario hybride derrière. Il n'en est pas du tout conscient. Donc, aucune modification au niveau applicatif. Au niveau d'un insert, donc, j'insère mes données. Elles vont d'abord être écrites localement. Ensuite, ces données vont être migrées petit à petit dans le cloud. Et lorsque mes données sont migrées, elles sont ensuite libérées. Il y a, avec la CTP3, vous avez de SQL Server 2016, vous avez donc un petit advisor pour savoir si votre base de données est éligible ou pas. Vous avez également un estimateur de coût. Alors c'est un estimateur de coût statique, puisque là ça estime le coût
de stockage, suivant donc l'espace que prend votre table. Et également, ça analyse votre table pour voir si elle est éligible telle qu'elle pour être migrée dans le cloud. Si ce n'est pas le cas, comme vous pouvez voir en fait sur l'écran, il vous affiche tout ce qu'il faut modifier, comme par exemple des contraintes qui ne sont actuellement pas supportées. Donc un détail assez important de qu'est-ce qui est bloquant et où les trouver. Pour activer la fonctionnalité, il faut d'abord activer l'option Remote Data Archive au niveau de l'instance. Donc il faut avoir les permissions sysadmin ou serveur admin. C'est un SP configure. Ensuite, il faut activer l'option au niveau de la base de données. Donc là, il faut avoir des permissions contrôle database. Il faut également mapper votre base de données vers votre compte Azure. Là, donc, il faut se connecter votre compte Azure et donc du coup avoir un accès admin. Et ensuite, lorsque votre structure est prête au niveau de votre base de données, vous choisissez les tables que vous voulez migrer vers le cloud. Alors là, c'est une permission alter table. Et donc, c'est l'option, cette fois-ci, de la Strash Database qu'on active au niveau de la table. Il y a tout un pack d'outils de monitoring parce que, pour voir si la migration se fait bien, à quelle fréquence, voir le nombre de lignes que vous avez en local, que vous avez en remote, etc. Donc là, vous avez un ensemble de moyens d'aller voir toutes ces informations-là. On verra ça dans la démo que je vais faire maintenant. Alors, donc la première chose, c'est je vais voir si ma fonctionnalité au niveau de mon instance est activée ou pas. Là, on voit qu'elle est désactivée. Donc, j'active d'abord, comme je l'ai montré, l'option. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais créer une base de données pour l'occasion. Là, on voit que l'option est désactivée. Donc, à ce stade-là, je crée donc un credential. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et là, maintenant, je vais mapper donc, sur mon serveur ici, mon SQL Database Server qui se trouve dans Azure, avec les credentials que j'ai créés juste avant. Et donc, je vais activer ensuite l'option. Hop là. Donc, là, il va s'authentifier. Donc là, c'est par rapport aux credentials que j'avais créés juste avant. Ce sont les credentials que j'ai utilisés lorsque j'ai créé mon SQL Database Server dans Azure. J'ai utilisé ces credentials-là pour pouvoir me connecter ensuite par la suite. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai dû en amont le créer pour pouvoir ensuite, lorsque j'active l'option, pour pouvoir m'authentifier. Donc là, on le laisse mouliner un petit peu. Donc je vais faire un refresh ici pour montrer la base de données qui a été créée. Voilà. Et voilà. StrashDB, c'est terminé. Vous voyez que maintenant, au lieu d'avoir une petite icône de base de données classique, là, c'est une base de données plus un nuage pour vous montrer qu'il y a un scénario hybride qui est actuellement sur votre base de données Strash, là actuellement la StrashDB. Donc ça, c'est les credentials que j'ai créés tout à l'heure.
Là, on voit que maintenant, ma base de données, l'option Stretch Database est activée. Là, si je récupère donc la base de données en remote qui sont liées à mon instance, on voit qu'il y a cette base de données-là. C'est une base de données générique qu'il a créée, en utilisant donc à la base le nom de ma base de données. Ensuite, je vais créer une table que je vais migrer dans Azure. Alors cette langue, j'active l'option. Là, c'est donc j'active le Remote Data Archive au niveau de ma table et je mets le migration state à outbound, ça veut dire que j'autorise la migration. Et là, donc, il y a ma table qui est bien dans Azure. Ensuite, si je regarde actuellement au niveau des datas, on voit qu'il n'y a aucune donnée pour le moment, ma table elle est vide, que ça soit en remote ou localement. Donc là, ben, je vais jouer un petit workload où je vais donc insérer des données toutes les 3 secondes. Là maintenant, si on regarde au niveau des données, on voit que les données dans le cloud se remplissent petit à petit. Si je vois le statut de la migration, on voit qu'il y a des batchs qui se font de mon instance locale vers Azure. Donc là, si on fait petit à petit, on voit que ça se remplit. Si j'essaie de récupérer donc les données, on voit que lorsque je fais un select, il va chercher les tables, les données dans la table locale, mais également les données dans ma table en remote. Et ensuite, il fait une concaténation, et à la fin, j'ai mon select. Si je mets ma migration en pause, on voit donc, voilà. Il faudra que j'enlève le query parce que là, allez. Il est un petit peu capricieux, Management Studio, là. Allez. C'est bien pour sa première, il a l'effet de démo. Ouais. C'est pas mal. En général, qu'est-ce qu'on fait quand ça fait comme ça? J'ai bien peur que... Ouais. J'ai bien peur qu'on le tue. C'est le premier. Alors, do not recover, merci. Connect, ouais. Ouais, je te laisse faire. Oups, c'est celui-là. Super, merci. Désolé. Donc, on en était... Je voulais récupérer, donc j'ai mis en pause. Je vais relancer mon workload. Ok, oui. Hop là, ça ira mieux. On se remet dans le bon contexte. Voilà. Donc on voit donc que j'ai mes données qui sont dans le cloud, sauf que là j'ai également mes données qui restent localement,
mes lignes que j'insère parce que j'ai mis justement la migration en pause. Si on va voir le petit moniteur qui est sorti dans la CTP3, hop là, que je trouve assez sympathique. Il vous donne donc les infos sur votre instance en local, mais également les infos sur votre serveur dans le cloud, ainsi que le nom de votre table. Là, on voit actuellement qu'il vous donne aussi le nombre de lignes en local, mais également le nombre de lignes en remote. Et on peut aussi jouer, remettre le statut de migration en on pour que la migration soit de nouveau effective. On a également dans les Extended Events, lorsqu'on active l'option, on a également une petite session Extended Events sur l'état de votre stretch, de votre option de stretch. Ici. Donc là, on peut aller récupérer ici. Hop, je fais un petit script pour pouvoir récupérer les données. Et voilà. Donc ça, c'est tous les événements actuellement dans mon fichier relatifs à ma session, à mon stretch. Donc là, on voit tout un tas d'informations. Comme ici, donc, là, c'était certainement qu'on a mis en pause. Enfin, on a arrêté l'ordinateur. Donc voilà. Hop là. Je vais te redonner la main. Oui. Merci. Donc une chose qu'on s'est dit, c'est peut-être la prochaine fois, on va essayer de mettre une table d'historisation directement dans la partie Azure. Ça pourrait être intéressant comme démo. Je vais faire du 2 en 1. Je ne sais pas si ça marche. On va regarder si ça est jouable ou pas. Mais ça peut être très intéressant d'avoir son archivage en fait, d'historique directement dans le cloud. On ne peut pas conditionner en fait, justement l'archivage, c'est avoir que. Est-ce que du coup il doit y avoir un impact sur les performances? Ah oui, ben oui, ça c'est. Ce serait intéressant de conditionner pour pouvoir avoir que des données qui soient obsolètes ou anciennes, qui soient. Alors là, non, pour l'instant, c'est qu'au niveau de la table, donc c'est la table entière. Oui. Voilà. Et le truc, c'est que pour l'instant, c'est au niveau de la table. Parce que justement, un couplage avec le temporal, ça serait intéressant. Ça serait super, ouais. Oui. Bah, c'est l'idée qu'on a eue à midi quand on discutait, et Ouais. puis c'est vrai que ça pourrait être très très intéressant. Alors je ne sais pas si ça marche à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas fait le test, mais ça pourrait être très intéressant de faire le test et de voir si ça marche. Bon, après, c'est des idées, hein. Rien ne vous empêche de tester sur une production. Donc, les 3 concepts qu'on va vous présenter au niveau de la sécurité. Donc, je vais vous présenter le premier qui est la partie Always Encrypted. Donc là, je vais vous présenter le concept. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire trop de tests dessus. Donc, je préfère vous le dire plutôt que de vous dire j'ai fait plein de tests et c'est pas vrai. Donc, je connais le principe, j'ai regardé pas mal de choses. J'ai regardé un peu comment ça marchait, mais je n'ai pas fait des tests à fond comme par exemple les temporal tables où j'ai bien fait pas mal de petits tests, notamment la partie in memory qui était intéressante parce que c'est vrai que je n'avais pas lu la doc et forcément je n'avais pas vu cette table intermédiaire. Au niveau du Always Encrypted, donc le but c'est quoi? C'est d'avoir les données au niveau sensible, cryptées depuis la partie cliente, que je sois en web ou que je sois en client lourd, que ce soit crypté depuis cette partie-là jusqu'à la base de données, y compris la base de données. Donc si je fais un select standard, là sur ma table employée, je veux récupérer tous les numéros de téléphone des Diane qui sont dans ma société, je passe par un driver, ODBC, ADO.NET, OLEDB, Olé, enfin bref, tout ce qu'on a comme driver. Je fais ma requête à mon serveur, il m'envoie ma table. Donc jusqu'à là, c'est le principe standard de ce qu'on a. La partie Always Encrypted, c'est
je vais créer en fait une master key au niveau de ma colonne. Donc c'est au niveau de la colonne que ça fait en fait. Hein. Donc c'est vraiment colonne par colonne. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans une table, vous n'avez pas forcément toutes les données qui sont sensibles. Les données bancaires, ça pourrait être juste la partie salaire, ça pourrait être la partie compte en banque, etc. Ici, par exemple, c'est le numéro de téléphone qui serait confidentiel parce que je n'ai pas à avoir tous les numéros de téléphone des clients. Et on va en fait encrypter cette colonne avec une clé et on va appliquer cette encryption à une colonne. Grosso modo, c'est les 3 étapes que l'on fait au niveau serveur pour avoir la partie données encryptée. Derrière, soit j'ai déjà des données qui sont encryptées, soit pas encore. Si je fais mon select ici, il va passer dans mon driver et c'est le driver qui, lui, va crypter la donnée. Et il va faire la demande à mon serveur qui, lui, une fois qu'il sait que c'est crypté, forcément, il faut la même clé, hein, sinon ça ne marche pas. Et une fois qu'il a la donnée, il va renvoyer sur le driver mes données, il va les décrypter et on aura l'affichage correct au niveau client. C'est ça le principe de l'Always Encrypted. Ça a l'air simple, comme ça, mais à programmer, c'est un peu différent. Au niveau de tout ce qui est encryption, il va falloir définir des clés. Donc là, vous avez un peu la partie script au niveau de ces clés. Alors, il faut savoir que l'encrypted value, là, j'ai juste mis 3 petits points parce que c'est très, très grand. Vous avez la possibilité d'encrypter par différents algorithmes. Vous avez aussi la partie lorsque l'on va créer la table. Donc là, j'ai mis une création de table et je vais lui dire que je vais encrypter avec la clé que j'avais tout à l'heure et je vais lui donner un type d'encryption. Donc pour l'instant, vous en avez 2, déterministe et variable, randomized. Donc c'est variable en français. Voilà. Donc c'est ça le principe du Always Encrypted. Donc c'est vraiment d'être au niveau du driver. Alors là, je vous ai montré un select, ça marche pour les updates, pour les inserts, etc. Le principe, c'est qu'au niveau client, on ait les informations qu'on a besoin et que derrière, toute la chaîne soit cryptée. Ça marche pour du serveur client local, ça marche pour du client vers Azure, du Azure vers du Azure. Donc c'est vraiment, si jamais vous voulez tester sur Azure, vous pouvez tester en Azure la partie cliente et la partie serveur. Au niveau du Dynamic Data Masking, donc là, le but, c'est vraiment... Oui. Ça, je ne sais pas encore. Et je pense que ça sera entreprise. Ouais, c'est plutôt vers là que ça va. En général, les nouveaux produits, c'est version entreprise en général. Maintenant, je n'ai pas la donnée concrète, puisque là, on est encore dans les tests. Mais c'est vrai que ça serait pas mal pour la standard. Maintenant, on verra. Hein. Ça sera la surprise lors de la sortie de la RTM. C'est pareil, un temporal table, je pense que ça sera en entreprise, Straight Database aussi. Pour l'instant, c'est plutôt parti pour ça. Hein. Donc là, le but du Dynamic Data Masking, c'est de masquer les données, en fait, aux utilisateurs, en ayant toujours ces données dans la base de données. Donc le but, c'est simple. Hein. Si je redemande le numéro de téléphone, j'ai le numéro de téléphone qui va aller dans mon mécanisme de masque et derrière, je vais avoir peut-être le début ou les 3 premiers chiffres de mon numéro de téléphone, mais pas le numéro de téléphone lui-même. Ça, c'est le principe du Dynamic Data Masking. Et pour ça, en fait, ils ont créé 4 types de fonctions. La première, c'est la default. Alors, ça veut dire que si j'ai du numérique, je vais avoir une valeur par défaut qui est 0. Tout simplement. Si j'ai une date, la date par défaut, c'est le 1er janvier 1900, si mes souvenirs sont exacts. J'ai une fonction qui va crypter les emails. Donc au niveau email, ce qu'on va voir, c'est la première lettre de l'email, l'arrobase et le .com. Et tout le reste, ça va être des X. Comme ça, on ne va pas avoir l'email. Au niveau du custom string, en fait, c'est très simple. On va dire, voilà, on va prendre qu'une partie où on va crypter l'ensemble de la chaîne de caractères. Si vous cryptez l'ensemble de la chaîne de caractères, il vaut mieux prendre le default, puisqu'il va mettre des X partout. Mais si vous voulez dire, voilà, je vais garder les 3 premières lettres, je vais garder peut-être encore les 3 dernières, et je crypte ce qui est entre, ça va marcher.
Après, depuis la CPT3, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le random, où là, il va générer un chiffre aléatoire entre les deux données que vous allez donner. Hein. Là, j'ai mis entre 1 et 100, ça peut être entre 0 et 10. Là, vous mettez ce que vous voulez, mais il va générer un entier aléatoire. Pour l'instant, c'est ces 4 types de masking qui existent, ce qui est déjà pas mal. Et avec ça, on peut déjà cacher pas mal de choses. Mais c'est comme toujours, c'est pas fait d'un refresh, par exemple, de production vers dev et de masquer les données. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour masquer les données à des utilisateurs au niveau peut-être production, juste pour qu'ils puissent lire quand même ce qui est en production, peut-être voir au niveau de la production s'ils ont des problèmes de perf, etc., que l'utilisateur ou les développeurs puissent le voir, mais ce n'est pas fait pour faire des refreshs. Ce n'est pas un système. Alors, sous Oracle, le data masking est un système de refresh, où ils vont altérer les données d'un serveur vers un autre, si jamais, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu Oracle. Au niveau du Row Level Security, pour masquer ça, je fais quoi? C'est une bonne question, ça. Si je veux cacher des colonnes à quelqu'un, si je ne lui donne pas l'accès à ces colonnes, j'utilise quoi? Une permission standard. Ou alors je fais un grand select juste sur ce que j'ai besoin pour certains utilisateurs. Donc je vais cacher mes colonnes. L'adresse email et le téléphone, ils n'y auront jamais accès. Donc ça, c'est standard, ça existe depuis des années. Hein. Maintenant, ce que je veux faire, moi, c'est avoir que les lignes où j'ai un tool designer. En fait, c'est ça le Row Level Security. Je vais avoir accès qu'à ça, même si je fais un select étoile. Et le principe du Row Level Security, c'est de créer une fonction avec des conditions et derrière de créer ce qu'ils appellent une policy de sécurité. Donc c'est tout nouveau, hein, c'est un nouvel onglet dans votre Management Studio qui est en fait associé à cette fonction. Donc, au niveau de la petite démo que je vais vous faire, j'ai encore un peu de temps, donc c'est bien. Donc, on va aller sur une table employée. J'ai 2 SQL Login, un qui est owner de la base de données. Donc, lui aura le droit de tout lire, logiquement, puisque c'est lui quand même qui est le owner de la base de données. Et mon deuxième qui, lui, n'a le droit que de lire. Mais on va un petit peu le restreindre, celui-là, parce qu'il n'a pas besoin de tout voir. Enlever tout ça. Là. Ouais. Data masking. Alors, sur ma table employée, en fait, hein, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai un ensemble d'informations. Si maintenant je me connecte à ma base en tant que owner de voilà. En tant que owner, forcément, je vois toutes les infos. Si je me connecte en tant que data reader, j'ai rien appliqué au niveau masking, donc là, je vois toutes mes données sans aucun problème. Maintenant, le principe, c'est de dire, moi, j'aimerais pas qu'il lise vraiment ces données. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer, en fait, ce qu'on appelle des masques. Donc, j'en ai mis par défaut. J'en ai mis des partiels. Donc j'en ai mis un par défaut au niveau du titre. Donc tout ce qui est production, ingénieur, manager, etc. Vont être masqués par défaut, par une chaîne de caractères par défaut. La partie first name sera, en fait, on verra la première lettre et que des X jusqu'à la fin. Hein, c'est d'où le 0. Et ici, par exemple, je pourrais dire, voilà, à partir du 3 à 7, je mets du toto. La partie date d'anniversaire ou la date de naissance, pardon,
En fait, là, la seule fonction qui fonctionne, c'est la partie défaut. Pour les emails, j'en ai une spéciale pour les emails, donc je vais l'utiliser. Et j'ai juste mis au niveau des heures de vacances un random pour un peu générer aussi le workload que j'ai. Donc je vais tout simplement les masquer. Voilà. Si maintenant je retourne sur U2, donc mon utilisateur qui n'a le droit que de lire les données, elle devrait être masquée. Voilà. Ah oui, je ne suis pas sur la bonne. Merci. On a droit à un chocolat. Voilà. Ça marche. Donc effectivement, ici, en fait, j'ai réussi à masquer à mes utilisateurs qui lisent la base de données les champs. Donc logiquement, ils ne sont pas capables de pouvoir retrouver les informations. Après, vous avez comme toujours la possibilité en fait, de pouvoir voir quelles sont les colonnes qui sont masquées. Il y a les vues, Systable, et vous avez une vue qui s'appelle Masked Column, où vous avez la possibilité de voir quels sont aussi les masques qui sont mis sur quelle colonne. Et pour bien faire ma démo, je vais quand même aller voir si je suis owner de la base, si j'arrive à voir mes infos. Oui. Donc je suis bien, je suis bon, je ne suis toujours pas sur la bonne en fait. Voilà. C'est con d'avoir deux fois la même table. Ça m'apprendra pour la prochaine démo. Donc voilà, en fait, le DB Owner a le droit de voir les informations. Par contre, ceux qui ont les droits de vos data readers n'ont pas le droit de le voir puisque je les ai masqués. C'est ça le principe du dynamic data masking, c'est je vais masquer mes données dynamiquement. Donc dès que la personne veut lire, dynamiquement, les données vont être cachées. Maintenant, je vais enfin aller sur ma RLS test, qui est pour le Row Level Security. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est créer vraiment un schéma au niveau RLS. Alors c'est dans les best practices, donc je le fais. Alors c'est effectivement un petit peu bien de bien l'isoler. C'est aussi un peu ce qu'on appelle les segregation of duty, donc vraiment d'isoler les choses. Je pourrais mettre le schéma DBO, c'est pas un souci, c'est pas... mais le but c'est d'isoler les choses. Donc là, ce que je vais appliquer, c'est ma fonction, à savoir que tous mes utilisateurs U2 vont pouvoir lire tout ce qui est en Tool Designer et mon owner pourra, lui, lire l'ensemble. C'est le principe de ma fonction. Donc voilà, j'ai créé la fonction. Je vais créer en fait une policy qui est associée à cette fonction qui va s'appliquer sur une table. Et la table en question, c'est dim employee. Voilà, donc là, je suis owner quand je lis. Je ne suis toujours pas sur la bonne. Voilà, ça m'apprendra. Voilà, quand je suis owner, j'arrive à lire ma table sans aucun problème. Si maintenant, je vais me mettre en data reader, c'est le U2, voilà. Je ne vois que les lignes Tool Designer. Je vois que la partie que je veux au niveau de mes rows. Donc c'est vraiment une sélection au niveau de mes rows et ce se fait au niveau du serveur. Et là, j'ai fait un select presque étoile, on va dire, sur cette donnée. Donc je fais un select étoile from. J'ai plus de close where derrière et je ne vois que les données que j'ai besoin de voir. Donc c'est vraiment au niveau serveur qu'on va isoler cette partie information, les lignes de données. Alors voilà pour la partie sécurité. On va terminer un peu par les avantages, etc. de tout ça. C'est vrai qu'au niveau de temporal table, c'est très facile de créer. Vous avez vu que quand on crée une temporal table, la seule chose à mettre, c'est deux dates, de donner, si on veut, une table d'historisation, sinon il en crée une par défaut. Et derrière, on insère des données, etc. Effectivement, si vous avez beaucoup de workload,
comme il y a deux tables qui sont impactées, alors les performances peuvent être impactées. Maintenant, je n'ai pas fait de test de workload, puisqu'on est encore dans la CPT, donc j'attends un petit peu la RTM pour voir un petit peu l'impact au niveau performance. On voit, vous avez vu que pour insérer des données, c'est très facile, hein, c'est classique, on va dire. C'est-à-dire on fait l'insertion directement dans la table standard. Derrière, pour faire des updates, des deletes, on va prendre les anciennes valeurs et on va les historiser. Donc il y a une étape en plus. Donc ça veut dire forcément qu'il va y avoir quelque chose, un impact au niveau performance. Et vous avez 5 options qui vous permettent d'aller voir cette historisation. Au niveau de quelque chose que je n'ai pas dit, vous l'avez peut-être vu dans les tables, mais j'ai oublié de le dire quand j'ai fait la démo, c'est que toutes les dates sont en fait au format UTC. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous avez 1 heure de décalage avec vos données, grosso modo. Donc ça veut dire que quand vous allez lire cette table, il ne faut pas oublier que c'est en UTC que sont données les données, quoi. Donc alignement avec Greenwich. Et c'est valable en in-memory. Vous avez vu qu'en in-memory, il y a un mécanisme un peu différent où vous avez une table intermédiaire qui est en mémoire, qui va en fait avoir ces données. Donc c'est une table interne. Je laisse sur la partie. Pour le Stretch Database, donc on a vu que c'est une nouvelle architecture hybride, que c'est destiné pour des tables avec de gros volumes, parce que l'idée en fait c'est de libérer de la place localement, libérer des complexités de gestion en local pour migrer cette complexité dans le cloud. C'est vraiment cette volonté-là. Par contre, on introduit forcément, on augmente les temps de réponse, vu qu'on a une architecture hybride. Donc c'est fait plutôt pour des tables, par exemple, d'archivage, où on a besoin de les garder, on a besoin d'y avoir accès, on a besoin qu'elles restent online, mais on ne va pas y accéder fréquemment. Et puis on ne peut pas faire les opérations d'alter dessus sur la table, on ne peut pas en faire. Donc c'est vraiment fait pour on stocke ces données-là. Pour des logs, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans la démo. Pour des logs, ça convient très bien. Voilà. Je te laisse là. Alors, au niveau sécurité, ce qu'il faut retenir au niveau de l'Always Encrypted, c'est que c'est une encryption et une décryption qui se fait au niveau de décryptage, en bon français. Donc un cryptage et un décryptage qui se fait du côté client via la partie driver. Alors à l'heure actuelle, de mémoire, il n'y a que l'ADO.NET qui est valable et il faut un framework 4.61, je crois, de souvenir. Et c'est vrai que c'est protéger la donnée au niveau des colonnes. Après, un cryptage, décryptage demande plus de ressources également. Donc n'oubliez pas cette partie-là. Donc on le fait colonne par colonne, donc que les colonnes où les données sont vraiment sensibles. Au niveau du dynamic data masking, en fait c'est vraiment de pouvoir exposer les données d'une manière cachée aux personnes qui ne devraient pas les voir. Voilà, tout simplement. Et on va directement, on ne va pas faire des copies de base, ils vont pouvoir accéder directement à la base elle-même. Avec 4 types de masking, hein, le default, l'email, la partie chaîne de caractères et la partie random. Et le row level security, c'est tout simplement l'implémentation de droits d'accès sur des lignes bien précises de votre base de données, tout en continuant à faire votre select étoile ou votre select de vos colonnes standard. Voilà pour la partie. Voilà pour les 3 thèmes qu'on vous a présentés. Alors c'est sûr qu'on n'est pas allé à fond dans les 3 thèmes, tout simplement parce qu'on manque de temps. On vous invite à venir au stand. Vous avez ici les références pour la partie CPT3 pour la télécharger et l'essayer.
le What's Use SQL 2016 sur les MSDN qui est assez intéressant. Et je vous invite à venir sur notre blog DBI où vous allez voir tous les tests qu'on a faits et un petit peu ceux qu'on écrit sur SQL Server 2016. Et vous avez notre collègue, je crois qu'il ne vient pas tout de suite après, mais la séance d'après, David Barbarin, qui lui va aussi vous présenter des choses sur SQL 2016. Voilà. Donc n'oubliez pas d'évaluer la session, même si c'était après manger et c'est l'heure de la digestion. J'espère qu'on qu'on vous a pas trop endormi, que vous allez trouver la session intéressante. Et merci à tous nos volontaires. Donc, j'ai vu que la demoiselle vous donne rendez-vous à 2h demain, donc c'est assez sympa. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez des questions, on est pendant 2 jours à notre stand, donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est avec plaisir qu'on vous répondra à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes contents. Merci. Merci à vous.